Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de sciences politiques, partie 1. Introduction. La science politique ou l'étude de l'État et du pouvoir. Le mot politique est utilisé partout et tout le temps à notre époque. Au vu des contextes très variés dans lesquels il est employé, il est important de définir précisément ce qu'il concerne. D'un point de vue étymologique, l'adjectif politique dérive du grec ancien politikos et désigne tout ce qui concerne la police. Polis veut dire cité en grec ancien. En partant de cette base, on peut donc dire que la science politique est l'étude de la cité, de l'État. La science politique s'intéresse aussi à l'étude du pouvoir sous toutes ses formes. En effet, le mot politique désigne aussi tout ce qui concerne le pouvoir. Enfin, certaines définitions placent l'accent sur la notion de communauté politique qui relève de l'interaction entre pouvoir et groupe de citoyens. Cette interaction peut soit contribuer à la cohésion de la communauté, on parle alors de vivre ensemble, ou au contraire provoquer des soulèvements, des révolutions, etc. Quoi qu'il en coûte, il est important de retenir la définition de Max Weber, 1864 à 1920, qui est la définition de référence. Celui-ci cite « Est politique tout groupement de domination dont les ordres sont exécutés sur un territoire donné par une organisation administrative qui dispose de la menace et du recours à la violence physique. » La, le ou les politiques. Comme dit ci-dessus, il existe de nombreuses définitions possibles du terme politique. À celles-ci s'ajoutent les variations offertes par le déterminant placé devant le mot politique, qui peut en changer totalement le sens. Le politique correspond à la notion anglaise de policy et désigne la dimension politique d'une société, son ordre politique. Lui sont apparentées des notions anciennes comme la cité, la république, du latin res republica, res étant la chose et publica étant public. La patrie, la communauté politique ou le régime politique. La pratique du politique est aussi considérée par certains comme étant un art. La politique. Elle correspond à la notion de politics en anglais et désigne l'ensemble des activités politiques, la vie politique, la mobilisation des acteurs politiques, entendus comme producteurs d'activités touchant aux politiques, ainsi que les rapports qu'ils entretiennent entre eux et les résultats que leur interaction génère. Dans un sens plus étroit, la politique désigne toute action menée par un élu, un chef d'État, un ministre, etc. Par extension, on parle alors de femmes ou d'hommes politiques, ou de manière plus péjorative, de politiciens ou politiciennes. De façon plus large, il renvoie à tout type de mobilisation ayant un impact sur les décisions. Signer une pétition, manifester, on parle alors de manifestation citoyenne. Une politique. Elle équivaut à la notion anglaise de policy. Une politique renvoie donc à une production, une décision prise par des acteurs de pouvoir. Comme exemple, on peut citer la politique sociale, la politique économique, la politique migratoire, etc. Le cycle des politiques publiques. Charles Jones, en 1970, a été un des pionniers de la conception séquentielle des politiques. Depuis lors, reprise et appliquée par de nombreux analystes des politiques publiques. Sa grille distingue 5 étapes. La première est l'émergence et la conception et le formatage d'un problème public. Un problème, parfois d'ordre purement privé, fait l'objet d'une mobilisation sociale. On parle de groupes d'influence par exemple, et de mobilisation politique, donc surtout de la part des partis. Ensuite, on a la mise à l'agenda, principalement gouvernementale ou parlementaire. Le problème commence à faire l'objet de processus formalisés de décision publique. Des autorités publiques, politiques et administratives, s'en saisissent. À la suite de ça, on a la sélection d'un programme d'action publique. Parmi différentes alternatives possibles pour traiter le problème de départ, les autorités en privilégient une. Elles réfléchissent entre autres aux instruments qu'il faut mobiliser et aux ressources disponibles. Vient alors la mise en œuvre du programme d'action. Pour faire face au problème de départ, les décisions constituant le programme d'action publique sont appliquées. Le but est de concrétiser une solution au problème public. Enfin, on évalue. Pour faire face au problème de départ, les décisions constituant le programme d'action publique sont appliquées. Le but est de concrétiser une solution au problème public. Après l'évaluation, on peut recommencer l'itération en faisant émerger un autre problème public qu'on mettra à l'agenda pour sélectionner un programme d'action publique qui sera mis en œuvre et ensuite évalué, etc.
Les conceptions minimalistes et maximalistes de la politique. Conception maximaliste. Selon Crozier et Friedberg, 1981, ceux-ci citent « Tout est politique puisque le pouvoir est partout ». Ainsi, toute action posée par n'importe quel acteur devient un geste politique qui peut entraîner des répercussions sur la vie d'autres personnes. Exemple, une excommunication d'une personne par le pape. Une intervention d'Éric Zemmour sur le plateau de On est en direct lorsqu'il ne s'est pas encore présenté aux élections présidentielles de 2022. Il déclarait ainsi que toutes ses interventions en tant que journaliste polémiste étaient des interventions politiques. Conception minimaliste. À l'opposé de la définition maximaliste, certains donnent une représentation de la politique assignée à une place réduite, limitée dans la société, voire inexistante. La politique serait donc un cercle fermé, limité aux seuls acteurs de la politique et des décisions qu'ils prennent. Conception intermédiaire, ces deux positions sont en soi assez extrêmes. On pourrait croire que tout est soit politique, soit que rien ne l'est. Entre les deux conceptions précitées existe une troisième conception, la conception intermédiaire. Celle-ci part du principe que rien n'est politique en soi, mais que n'importe quel élément d'une société donnée à un moment donné peut devenir politique s'il est considéré comme tel par les gens. Ainsi, un cas très parlant est celui des Jeux Olympiques. Supposés être entièrement dépolitisés, on peut toutefois remarquer qu'ils font l'objet de façon récurrente de débats et de récupérations politiques diverses. Le simple fait de ne pas y participer est aujourd'hui vu comme un acte de protestation. L'absence d'un chef d'État est vue comme un boycott. La science politique. La science politique est une discipline scientifique qui s'est développée comparativement à d'autres assez tardivement. Ses bases sont principalement situées aux USA, où on commence à s'y intéresser après le début du XXe siècle. La science politique existe, cela dit, depuis le XIXe siècle. Les savoirs issus de la science politique découlent de certains processus propres à la discipline. On a le respect de certains critères qui permettent d'approcher du plus près possible la réalité. Ces savoirs sont très différents des savoirs ordinaires ou pratiques qui sont tirés du vécu et de l'expérience, des savoirs journalistiques ou encore des informations données par un ministre ou son cabinet ou échangées lors d'une discussion de comptoir avec des informations non subjectives. Principale différence entre le journalisme et la science politique. D'une part, le journalisme dispose de peu de temps pour réaliser un article, avec une exigence d'audimat. Par ailleurs, celui-ci respecte une certaine ligne éditoriale qui aura un impact sur les articles. D'autre part, la science politique n'a aucune limitation en termes de temps. Le politologue ira plus en profondeur et ne sera pas limité par une ligne éditoriale à respecter. Les précurseurs de la science politique. Avant d'être étudiée par une branche précise des sciences qui lui est dédiée, la politique était autrefois analysée par de nombreuses disciplines telles que l'économie, la psychologie, la sociologie, le droit et la philosophie. Aujourd'hui, la science politique moderne est l'héritière de toutes ces disciplines et est donc liée à différents domaines qui lui confèrent un côté pluridisciplinaire. De nombreuses figures historiques se sont toutefois penchées sur le cas de la politique avant cette refonte. Parlons tout d'abord de Platon et Aristote. Platon vivra entre 427 avant Jésus-Christ et 347 avant Jésus-Christ. C'est l'un des premiers à s'intéresser à la politique. Il développe ainsi une typologie, donc une classification des régimes politiques, dans une optique normative. Il distingue les régimes réglés, qui sont donc bien, et les régimes déréglés, qui pour lui sont mal. Cependant, le pouvoir peut être caractérisé de la même façon dans un régime réglé et dans un régime déréglé. Dans un premier temps, il nous dit que la monarchie est un régime réglé, c'est donc un bon régime. Le pouvoir est alors dans les mains d'une seule personne. Cependant, le pouvoir est aussi dans les mains d'une seule personne dans le cadre d'un régime tyrannique. Mais la tyrannie est un régime déréglé. Même chose pour l'aristocratie et l'oligarchie. Ici, dans les deux cas, le pouvoir est dans les mains de quelques personnes. L'aristocratie est cependant un régime réglé, alors que l'oligarchie est un régime déréglé. Enfin, pour les démocraties, le pouvoir est dans les mains du plus grand nombre. Mais il fait la différence entre une démocratie modérée, qui est un régime réglé, et une démocratie extrême. Parlons maintenant d'Aristote,
Celui-ci a vécu entre 384 avant Jésus-Christ et 322. Aristote est réellement considéré comme étant le précurseur par excellence de la science politique. Il est le tout premier à utiliser une démarche que l'on pourrait qualifier de scientifique. Désireux de faire les choses avec systématie et rigueur, il crée une typologie des régimes politiques en analysant les constitutions de 158 cités grecques et étrangères. Il en ressort un classement globalement similaire à celui de Platon, à une exception près. Aristote distingue en effet la démocratie de la démagogie. La démocratie, où tout le monde décide dans le profit du plus grand nombre. Aristote conclut ses travaux de recherche sur la politique en affirmant que l'homme est un animal politique, qui se distingue des autres animaux par son appartenance à la police et donc à la cité. Point suivant, Machiavel et Hobbes. Nicolas Machiavel vécut entre 1469 et 1527. En 1512, celui-ci est alors employé comme haut fonctionnaire de la République florentine depuis 1498. Il est démis de ses fonctions à la suite de l'instauration d'une monarchie à Florence. Après cet événement, il se lance dans la rédaction d'un livre destiné aux futurs dirigeants de Florence, appelé Le Prince, qui est écrit en 1513. L'ouvrage développe principalement des réflexions de Machiavel à propos de la question suivante. Comment obtenir le pouvoir et ensuite le garder? Selon l'auteur, la raison d'être du politique, le métier de celui qui gouverne, consiste à employer la force et donc à faire la guerre. C'est ainsi qu'il en arrive à la conclusion suivante. La fin justifie les moyens. Si l'on veut le pouvoir, il faut être prêt à tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Machiavel identifie 4 façons d'obtenir le pouvoir. Par la vertu, le talent et les armes. Par la fortune, la chance et les armes des autres. Par la scélératesse, la cruauté. Et enfin par le consentement des citoyens, la méthode la plus commune dans les sociétés occidentales au XXIe siècle. Machiavel appuie également sur l'importance très grande du paraître en politique, toujours très valable aujourd'hui. Le but est évidemment de rassembler le plus de monde possible autour de sa cause. Nicolas Machiavel explique enfin à l'héritier du trône de Florence qu'il devra se comporter comme un lion et un renard, ce qui en d'autres termes signifie qu'il devra être à la fois fort et cruel comme le lion et rusé comme le renard. Thomas Hobbes. Il vécut entre 1588 et 1679. Thomas Hobbes est l'auteur du Léviathan. Dans ce livre, Hobbes fait part de sa théorie selon laquelle il est dans la nature des hommes de se battre. Dans latin, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme, ce qui in fine empêche totalement la race humaine de faire société. Pour Hobbes, la seule façon de remédier à ce désir permanent de prendre part à des conflits est d'imposer un État fort, qui se rapproche de la dictature en certains points. Il faut cela dit faire attention à ne pas tomber dans un système dictatorial. Il existe en effet de nombreux risques de révolte de la part d'une population qui se sentirait prisonnière du joug d'un dictateur. Hobbes propose donc un système dans lequel le peuple possède beaucoup de liberté dans la sphère privée, mais doit se plier à de nombreuses règles contraignantes dans la vie publique. Point suivant, Montesquieu et Rousseau. Montesquieu vécut entre 1689 et 1755. Il est profondément opposé à Hobbes, il pense qu'il est tout à fait possible de créer une société harmonieuse à condition de respecter certaines conditions. Ces dernières sont nécessaires dans la mesure où, selon Montesquieu, quiconque a du pouvoir est porté à en abuser. Afin d'éviter cette situation d'abus du pouvoir qui est mis à la disposition du dirigeant, Montesquieu propose un principe qui est toujours d'application aujourd'hui. La séparation des pouvoirs en 3 grandes branches, judiciaire, législatif et exécutif. Cette séparation est l'un des objets de son livre « L'esprit des lois », écrit en 1748. Elle reste une notion centrale dans les démocraties occidentales dont elle est l'une des caractéristiques centrales, contrairement aux dictatures dans lesquelles un dirigeant tout-puissant est souvent amené à concentrer tous les pouvoirs dans ses mains. Jean-Jacques Rousseau, vécu entre 1712 et 1778. Selon Rousseau, les hommes sont capables de vivre ensemble si, et seulement si, ils signent tous ensemble un contrat social. Contrat social est aussi le titre du livre de Rousseau dans lequel il expose sa théorie, qui régit les interactions humaines. Rousseau est en effet certain que si les hommes peuvent s'entretuer comme le pense Hobbes, ils peuvent aussi faire société et vivre ensemble.
Rousseau va aussi partir du principe que toute loi qui n'a pas été ratifiée par la totalité du peuple n'a aucune valeur. Il se rend toutefois compte que cette mesure relève en réalité d'une certaine forme d'utopisme. Comment faire en sorte que 100% de la population d'un pays soit en accord avec une proposition de la loi? Cette impossibilité de tous voter toutes les lois est la raison qui explique le système de gestion des démocraties occidentales. Nous sommes en démocratie représentative et non pas en démocratie directe. Nous élisons des représentants qui signent les lois à notre place. Tocqueville, Marx et Weber. Charles Alexis de Tocqueville vécut entre 1805 et 1859. Il s'est rendu dans les prisons aux USA pour y étudier le système carcéral outre-Atlantique et le comparer au nôtre. Il écrira à son tour un ouvrage en 2 tomes, de la démocratie en Amérique, dans lequel il consigne toutes ses observations. De Tocqueville oppose notamment la liberté à l'égalité et parle de tyrannie de la majorité. Cette dernière serait une opinion diffuse qui s'impose à tous, sans réel souhait de la population. Cela serait dû au fait que peu de personnes s'intéressent à la politique. Karl Marx vécut entre 1818 et 1883. On ne précise rien de spécial par rapport à Marx dans ce chapitre, si ce n'est qu'il est le fondateur du marxisme. Et enfin Max Weber vécut entre 1864 et 1920. Il est un sociologue allemand qui ne se considérait absolument pas comme chercheur en sciences politiques. Néanmoins, ses nombreuses recherches ont réellement permis de faire un bond majeur dans cette discipline relativement récente. Max Weber apporte le regard d'un sociologue dans les affaires politiques. Il définit plusieurs concepts importants pour la science politique. Il initie par ailleurs, tout comme Aristote avant lui, une démarche systématique et rigoureuse pour ses recherches. En quoi la science politique est-elle une démarche scientifique? Une discipline est une science par la démarche qu'elle adopte. La science politique ne fait pas figure d'exception. Elle respecte ainsi 3 critères indispensables qui permettent de la qualifier de science. La neutralité axiologique, apportée par Max Weber, le politologue a pour mission de comprendre le monde tel qu'il est et pas tel qu'il devrait l'être. Ce dernier point relève plus de la philosophie. Deuxième point, l'investigation. On a des méthodes qualitatives comme des interviews et quantitatives comme des statistiques. Et enfin, la systématicité, c'est la recherche de caractéristiques communes. Ces éléments permettent donc de définir la science politique comme étant l'étude du, de la et des politiques dans une démarche scientifique. Deuxième chapitre de ce cours, le pouvoir. Introduction. La science politique est l'étude scientifique de l'État, de l'organisation du vivre ensemble ou encore du pouvoir. Quelques exemples de pouvoir: la dictature, le gouvernement, les lobbies, les médias. Weber cite: « La politique, c'est l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir, soit entre les États, soit entre les divers groupes à l'intérieur d'un même État. » Dans cette définition, l'accent est clairement mis sur le pouvoir politique, mais le pouvoir peut aussi venir de la police, des parents, de l'Église, de la hiérarchie, etc. Le pouvoir n'est donc pas toujours politique. Premier point de ce deuxième chapitre, 3 approches du pouvoir. Il existe 3 grandes conceptions de ce qu'est le pouvoir. On a la conception institutionnaliste, le pouvoir émane d'une institution, du Parlement, du gouvernement. On a la conception substantialiste, j'ai le pouvoir de faire X, on considère le pouvoir comme étant une capacité de réaliser une action ou de prendre une décision. Et enfin la conception interréactionniste. C'est sur d'autres acteurs que le pouvoir va s'exercer. Lorsque l'on est en interaction avec d'autres personnes, une relation de pouvoir va s'établir entre les interactants, avec les dominés et les dominants. Cela a été théorisé par Robert Dahl et Max Weber. On peut dire d'une certaine manière que les présidents des partis politiques, par exemple, cumulent ces 3 conceptions du pouvoir. Au vu de la conception institutionnaliste, s'ils sont élus, ils font partie d'une institution, comme le Parlement, qui est l'incarnation du pouvoir. Pour la conception substantialiste, s'ils sont élus, ils ont le pouvoir, la capacité de créer des propositions de loi. Et enfin, au vu de la conception interactionniste, en tant que président de parti, ils ont de l'influence sur le reste des membres de leur parti, sur les autres présidents de parti, etc. Point suivant, les relations de pouvoir.
Il est possible, afin de mieux comprendre le fonctionnement des relations de pouvoir selon la conception interactionniste, de subdiviser cette conception en 3 dimensions. Première dimension, la dimension rationaliste du pouvoir. Selon cette dimension du pouvoir, les interactions sociales mettent en présence des acteurs qualifiés de rationnels, autonomes et individualistes. Les acteurs sont considérés comme étant des stratèges. Dans cette perspective, les relations sont asymétriques. Tout le monde n'est pas égal face au pouvoir. Robert Dahl, entre 1915 et 2014, il vécut, et Max Weber sont 2 chercheurs qui ont participé à cette dimension rationaliste du pouvoir. Pour Dahl, la relation causale est typique de la relation de pouvoir. En d'autres termes, cela signifie que les relations de pouvoir provoquent un comportement. Le pouvoir, c'est donc la capacité d'un acteur A de faire à un acteur B une action que B n'aurait pas faite si A n'était pas intervenu. La dimension rationaliste est marquée par de grands débats et des évolutions. L'école élitiste est l'une de ces révolutions, Mills et Hunter. L'école élitiste, dont Charles W. Mills est l'une des têtes de proue, considère que le pouvoir découle de la position sociale des acteurs. En fonction de celle-ci, une personne aura plus ou moins d'influence, de pouvoir d'action donc, de capacité à provoquer un comportement, sur ceux qui l'entourent. Il se base notamment sur des travaux de Floyd Hunter. Ce dernier cherche à savoir qui exactement détient quel pouvoir, en questionnant différentes personnes provenant de l'élite. Il théorise ainsi le concept d'approche réputationnelle. Selon Hunter, la société est dirigée par 3 types d'élites: les élites politiques, les élites économiques et les élites militaires. On a aussi l'école pluraliste de Dahl. Pour Dahl, faire partie d'une élite ou être en position de pouvoir ne signifie pas de facto qu'on a le pouvoir. Ainsi, si l'on prend l'exemple du roi Philippe en Belgique, on peut clairement dire qu'il fait partie de l'élite politique et qu'il est en situation de pouvoir, puisque c'est le roi. Il est ceci dit presque sans aucun pouvoir, ce qui illustre parfaitement la théorie de Dahl. Le pouvoir est donc moins centralisé que l'approche élitiste ne le prétend. Il est réparti entre les différents acteurs de la société. Chacun a une mission à accomplir, mais a aussi un champ d'action limité. Maxime Prévost, par exemple, peut prendre des décisions en tant que bourgmestre de Namur. Il n'est ceci dit pas tout puissant. Il a toute une équipe d'échevins derrière lui qui prend aussi des décisions. La deuxième phase du pouvoir, par Backrath et Baratz. Pour Peter Backrath et Morton Baratz, il existe une deuxième phase au pouvoir, la non-décision. Ne pas décider revient en effet à décider, d'une certaine manière de ne rien faire. La non-décision est donc une manière comme une autre de faire usage du pouvoir que l'on a entre les mains. Deuxième dimension, la dimension structurelle du pouvoir. La dimension structurelle du pouvoir se loge dans les recherches qui font écho à l'approche élitiste du pouvoir. Elle amplifie l'idée que la position sociale d'un acteur est un sérieux indicateur du pouvoir qu'il peut mobiliser. C'est une notion soutenue par Karl Marx et Pierre Bourdieu. Et enfin, troisième dimension, la dimension discursive du pouvoir. C'est par le discours discursif, qui vient de discours, que se trament les relations de pouvoir. Michel Foucault, 1926 à 1984. Le pouvoir ne passe donc pas par la force. C'est grâce à un ensemble de codes qui passent par le discours que les citoyens arrivent à vivre ensemble.